Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Bien sûr, si vous appréciez mon travail. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, cette vidéo va être sur l'effondrement occidental et la montée du nationalisme. Et oui, le nationalisme commence à monter partout. Alors on l'a vu bien entendu avec le cas de la Suède et du Danemark. Ensuite on l'a vu avec l'Italie, avec la montée de Giorgia Meloni. En Autriche, le parti FPO, dont le chef est Herbert Kickl. On le voit en Allemagne avec l'AfD, dont le chef est Alice Weidel. On le voit avec l'Angleterre, avec la montée de Nigel Farage. On voit aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump. Tous ces gens-là sont anti-wokisme, pro-patrie, pro-famille, pro-valeurs familiales, etc. Bref, tout ce que nos gouvernements occidentaux présentement détestent. Et oui, donc tous ces gens-là sont des patriotes, des nationalistes. Ils veulent une nation forte, bien évidemment, et non pas des nations qui s'effacent, comme le voudrait le nouveau mondialisme occidental. Car oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle aussi de cancel culture qui va de pair avec le wokisme. Et n'oublions pas tout dernièrement l'énorme événement dont les médias parlent très peu au final, alors que c'est un séisme en réalité au sein de l'Occident. Je veux parler de la démission de Justin Trudeau. Cette démission de Justin Trudeau, ce Young Global Leader, exactement comme Emmanuel Macron, hein, les deux ont été adoubés par Klaus Schwab en tant que Young Global Leader, c'est-à-dire des chefs jeunes mondiaux, hein, des jeunes chefs prêts pour diriger le monde, hein, parce qu'en gros, c'est ça que ça veut dire en français. Et donc Justin Trudeau, qui est l'archétype du wokiste, l'archétype de la cancel culture, l'archétype de la destruction du Canada, Canada qui est dans un état absolument pitoyable à tous les niveaux, inflation, économie, chômage, euh, insécurité et surtout l'insécurité. Le Canada a subi exactement le même sort que la Suède, tout simplement. Et donc les gens se révoltent, évidemment, tellement c'est grave. Et bien évidemment, cette montée du nationalisme ne peut que se propager, bien évidemment. Donc on ne peut pas arrêter cette vague-là, ce n'est pas possible. Bref, donc l'Occident se craquelle de tous les côtés. Alors, bien sûr, on a l'Occident qui s'effondre du fait qu'elle fait une censure des informations absolument énorme. Et nous voyons que plus l'Occident est en difficulté quant à la narration officielle, la propagande occidentale officielle, plus elle censure, plus elle est en panique. Et oui, c'est un cercle vicieux. Plus l'Occident, au niveau de la propagande, est en difficulté, plus elle censure, et plus elle censurera même, car évidemment, elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc qui dit de plus en plus grande censure, dit de moins en moins de liberté d'expression. Évidemment, n'oublions pas que l'Europe a fait le DSA, le Digital Service Act, qui permet le contrôle de toute information. Alors, évidemment, c'est encore un petit peu embryonnaire, mais bon, ça va faire son petit bonhomme de chemin et à la fin, tout, absolument tout, sera contrôlé. Les États-Unis avaient fait déjà la même chose de manière officielle via le Homeland Security Department qui avait inventé cela. Alors, ça a été mis de côté parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a eu un tel scandale que ça a été mis de côté, mais c'est revenu tout doucement grâce à l'administration Joe Biden.
c'est revenu tout doucement, bien que ça ne soit pas complètement implémenté encore aux États-Unis. Mais le DSA en Europe avance très très bien. Nous verrons il ira jusqu'au bout, mais avec la réélection d'Ursula von der Leyen, on peut craindre le pire, bien évidemment. Donc une censure terrible sur Internet, une censure terrible dans les médias télévisuels, et n'oublions pas évidemment un des plus grands scandales du siècle, au niveau médiatique bien sûr, c'est l'interdiction de RT et de Sputnik, deux grands médias internationaux russes qui ont été interdits en Europe et en Amérique du Nord, dont l'initiative vient d'Ursula von der Leyen, tout simplement parce que ça n'allait pas dans la narration, la propagande occidentale. Donc c'est un scandale inouï en réalité. C'est un scandale aussi inouï que l'arrestation de Julian Assange. C'est un scandale quant à l'exil forcé d'Edward Snowden et de bien d'autres encore, de véritables héros qui ont pu nous informer, Julian Assange avec Wikileaks, qui ont pu dévoiler des choses absolument colossales. Colossales. Donc n'oublions pas aussi le très grand journaliste américain Seymour Hersh, qui nous a appris énormément de choses, dont le fameux rapport sur les Nord Stream qu'il a publié et qui évidemment pointait du doigt totalement avec témoignages, preuves, etc., etc., les États-Unis qui avaient travaillé de concert avec la Norvège et l'Angleterre pour prendre le groupe à minima, hein, parce que en réalité, il y avait aussi la Suède et le Danemark, peut-être même l'Allemagne. Bref, donc vous voyez que la censure et la liberté d'expression, ça va de pair. Plus il y a de censure, moins il y a de liberté d'expression. Et comme l'Occident est en plein effondrement, est en pleine panique, puisque évidemment tous les mensonges que l'on a eus depuis des décennies, mais qui sont de plus en plus gros, n'oubliez pas, plus c'est gros, plus ça passe. Alors évidemment, depuis 1945, on en a eu plein des mensonges. Alors le plus connu, c'est la petite fiole qui a été montrée aux Nations Unies par Colin Powell, le général américain, pour justifier la guerre en Irak. Mais n'oublions pas, toujours pour la guerre en Irak, les bébés couveuses qui étaient piétinés par les soldats irakiens. Et en fait, c'est ça qu'a démarré la vraie guerre de la coalition occidentale contre Saddam Hussein. Et oui, c'est surtout l'affaire des bébés couveuses. Après le coup de la petite fiole qui contenait un virus de destruction massive, tout ça c'était après. Mais bon, bref, vous voyez, les mensonges sont infinis et on oublie qui a démarré la guerre en Irak, on oublie qui a démarré la guerre du Vietnam, on oublie qui a démarré la guerre en Libye, au Soudan, au Yémen, en Syrie, avec Bachar el-Assad, et les faux gazages de Bachar el-Assad sur son propre peuple. Et oui, les gazages à Alep. N'oublions pas le rapport qui avait été publié par le MIT qui démontrait que Bachar el-Assad était innocent quant au gazage de son propre peuple. Voilà, alors j'en ai tellement parlé que je ne vais pas y revenir ici. Là, faut revenir à mes vidéos plus anciennes. Donc je vous laisse regarder mes vidéos. Bref, donc vous voyez que là, je ne parle qu'au niveau médiatique de cet effondrement occidental qui, à force de vouloir faire pousser sa narration, sa propagande à tout prix, est obligé de mentir toujours plus. Et on arrive au plus c'est gros, plus ça passe, bien évidemment. Mais mentir toujours plus pour que ça passe vis-à-vis des peuples occidentaux, bah, il faut censurer de plus en plus. Il faut museler la liberté d'expression de plus en plus. Et on le voit. Alors moi je suis un créateur YouTube, je suis sur YouTube depuis très longtemps, et depuis au moins 9 ans,
Et j'ai vu la liberté d'expression de YouTube se réduire comme peau de chagrin. C'est absolument terrible. Mais voilà, est-ce que les médias sont outragés? Mais bien sûr que non, puisque les médias font partie du système de censure et de muselage de la liberté d'expression. Les médias sont les outils de ces entités qui veulent absolument taire la vérité, bien évidemment. Bref, donc ça c'était pour le côté médiatique, mais n'oublions pas le côté économique aussi. L'Occident est en plein effondrement économique, et y compris les États-Unis. J'ai fait plusieurs vidéos parce que dans les médias on vous dit ah mais regardez les chiffres aux États-Unis, tout va très bien. Ah là, les États-Unis presque un pays de cocagne, tellement c'est parfait là-bas aux États-Unis. C'est fort mal connaître les États-Unis. Bien évidemment, quand quelqu'un vit aux États-Unis ou connaît très bien les États-Unis, moi j'y ai vécu pendant 1 an et demi, je connais très bien les États-Unis, j'ai beaucoup de contacts là-bas. Donc autant vous dire que les États-Unis se tiers-mondisent. Et en fait, les chiffres qu'on vous donne officiellement, c'est des chiffres évidemment altérés, des chiffres faux, et avec une interprétation qui va derrière afin de faire passer la pilule. Parce que tout est une question d'interprétation. Comme on dit, hein, vous connaissez le proverbe, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et bien là, le cas archétype, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont extrêmement mal. N'oublions pas les perpétuels shutdowns qui menacent les États-Unis de banqueroute totale. Et il faut à chaque fois un vote des républicains et des démocrates difficile, très difficilement, de plus en plus difficile chaque année pour faire passer le budget afin d'éviter le shutdown complet des États-Unis. Donc voilà la réalité du terrain, sans compter le nombre de pauvres qui explosent aux États-Unis. Mais bon, là, on ne parle plus de l'économie, quoi qu'il y ait un rapport malgré tout. Donc, alors ça, c'était pour les États-Unis côté économique, mais le côté Europe, avec la crise énergétique due au sabotage des Nord Stream, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une crise énergétique qui est absolument terrible et qui se répercute sur toute l'Europe, avec des pays extrêmement touchés, en premier lieu l'Allemagne, mais aussi la Grande-Bretagne. Ces deux pays sont en pleine descente au niveau économique. C'est absolument redoutable. Donc là, même en France, hein, la France évidemment est en descente économique terrible, mais on ne peut pas battre l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui, eux ont d'énormes soucis à se faire. En fait, en réalité, c'est catastrophique. Donc, vont-ils pouvoir redresser la barre? Rien n'est moins sûr. Donc ça, c'était le côté économique. Bon, vous avez vu, je brosse des grosses lignes, hein, je ne m'attarde pas sur des chiffres, etc. C'est pas le but de cette vidéo. Donc aussi, on a le côté militaire. On a vu l'énorme faiblesse côté militaire de l'Europe. Alors, les États-Unis, c'est un petit peu à part. On va en reparler après. Mais au niveau de l'Europe, on a vu l'énorme faiblesse militaire de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe pensait qu'il n'y aurait plus de guerre et que après la guerre de Yougoslavie fin 1999, eh bien c'est bon, il n'y a plus besoin et de toute manière il y a le parapluie américain, il y a l'OTAN. Donc on va se mettre derrière les États-Unis, donc évidemment en faisant cette politique ça voudrait dire perdre sa souveraineté militaire et la donner carrément aux États-Unis. Nous avons fait cela, et oui. Et là, dernièrement, nous avons accentué notre dépendance envers les États-Unis. Donc ça fait 25 ans qu'on donne de moins en moins d'argent dans le côté militaire à la défense pour les pays européens. Et avec la guerre en Ukraine, là c'est seulement depuis 2 ans et demi à peu près que là il y a un réveil
et que là, on va remettre de l'argent pour la défense nationale. Évidemment, bien trop tard, il y a tout à restructurer, ça va prendre une bonne dizaine d'années à peu près pour que l'Europe retrouve la structure de militaire, on va dire, de l'an 2000 à peu près. Donc au niveau militaire, c'est catastrophique. Alors même si là, encore une fois, je le répète, il y a une remontée militaire du fait de la guerre en Ukraine, mais on est très 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 loin de notre niveau de l'an 2000, par exemple. Et je parle de manière globale, hein. Et on le voit surtout pour la France. Alors les États-Unis, côté militaire, bah, ça se passe pas très bien non plus. Pourquoi? Ben parce que le côté militaire s'est effondré aux États-Unis, mais aussi en Europe. Les États-Unis n'ont pas fait exception. Et qu'est-ce qui a détruit vraiment les États-Unis côté militaire? C'est la médiocrité, le manque de compétences. Et ça s'est vu dès les années 80 aux États-Unis. Et ce manque de compétences criant, manque d'ingénieurs de qualité, manque de scientifiques de qualité est devenu de plus en plus criant. Et les États-Unis, et d'ailleurs tout comme l'Europe, parce qu'en réalité tout ce que font les États-Unis, l'Europe fait la même chose. Donc pour pallier cette médiocrité occidentale qui s'accentuait, je le répète, ça a commencé vers le milieu des années 80, eh bien la bouée de secours, c'était de prendre des ingénieurs et des scientifiques étrangers. Et oui, l'Amérique du Nord et l'Europe a fait ça de manière de plus en plus intensive les décennies passant, jusqu'à atteindre un point absolument inouï. Donc en gros, voilà, au lieu de faire appel aux ingénieurs et scientifiques nationaux et d'essayer d'être toujours dans l'excellence, d'être dans la méritocratie, eh bien non, on a laissé tomber l'excellence et la méritocratie et on a voulu faire un monde occidental de mercenaires des cerveaux. Donc l'Occident, je brosse en grosses lignes, hein, en gros ce sont des mercenaires de cerveaux. On prend les cerveaux dont on a besoin ici ou là, indiens, chinois, espagnols, etc. Médecins, par exemple, les fameux médecins espagnols pour la France, mais aussi marocains, tunisiens, etc. Toujours pour la France, mais pas que, l'Allemagne fait pareil. Euh, c'est tous azimuts. Et qu'est-ce qui s'est passé vers les années 2010? Qu'est-ce qui a commencé à poindre dans les années 2010? Eh bien, il a commencé à poindre le wokisme. Aux États-Unis, bien évidemment, parce que ça commence toujours là-bas. Et donc ce wokisme a fait que au niveau sociétal, déjà il y avait une médiocrité et une méritocratie qui devenait lettre morte, hein, méritocratie terminée, l'élitisme ça c'était terminé. Maintenant c'est on fait en sorte que le maximum de gens aient des diplômes et ou alors que les diplômes soient rabaissés au niveau de la qualité de la difficulté d'obtenir les diplômes, on baissait la barre et comme ça, bon, ben, ça permettait de maquiller les chiffres. Sauf que maintenant, on le voit aux États-Unis, mais aussi en Europe, eh bien, il y a une perte de l'excellence. On l'a vu bien sûr pour la France, plus particulièrement, mais il y a une perte d'excellence dans tous les pays d'Europe et tous les pays d'Europe ont très intensivement fait appel à des ingénieurs venus du monde entier, mais principalement asiatiques. Bref, donc ça c'était le côté sociétal. Donc là on a fait un petit peu le tour. Encore une fois, là je brosse un tableau très rapide, hein, pardonnez-moi, mais le but c'est pas d'être dans la précision, mais juste de donner une idée de la tendance. Et donc là je vous ai fait le côté médiatique, je vous ai fait le côté économique, militaire, sociétal, avec cette médiocrité qui est de plus en plus répandue, qui est partout. On abaisse le niveau partout justement pour que cette médiocrité, que les gens médiocres puissent quand même avoir un diplôme et s'insérer dans la société, ou autrement ils ne pourraient pas avoir de diplôme et donc avoir de grandes difficultés pour s'insérer dans la société. Et tout ça à cause de quoi? Bah, de l'immigration. Bien évidemment,
le facteur moteur principal à 90% de tous les maux MAUX de l'Occident, Europe, Amérique du Nord, c'est l'immigration. Et oui, l'immigration a fait qu'on était obligé, pour accueillir le monde entier, évidemment, fallait baisser la barre. Et fallait baisser la barre à tous les niveaux. Au niveau de l'école, au niveau de la difficulté pour avoir un diplôme, au niveau même pour entrer dans l'armée, où on a baissé la barre aussi, à tous les niveaux, à absolument tous les niveaux. Et même mieux, l'Occident donc veut une immigration toujours plus grande. Tout cela pour faire plaisir à qui? Évidemment, aux grands industriels afin d'avoir une main-d'œuvre la moins chère possible. Alors ça, c'était l'origine de l'arrivée de l'immigration massive en Europe, aussi en Amérique du Nord. C'était pour que les industriels paient les gens le moins possible. Mais après, avec le temps, c'est devenu idéologique. Et on en a la preuve avec le fameux DEI, c'est-à-dire Diversity, Equity and Inclusion. Donc, diversité, égalité et inclusivité. Voilà. Mais il y a aussi la désinformation. Et oui, la désinformation, les fausses nouvelles. Et oui, qu'on nous sert tous les jours à la télé. Et regardez le cas emblématique qu'est LCI concernant la guerre en Ukraine. Mais c'est à pleurer. On est dans l'absurde, le grotesque. C'est presque hilarant à voir. Quoi, ça pourrait être un sujet d'étude scientifique. Tellement c'est incroyable de voir une telle désinformation, une telle propagande qui est à un niveau absolument inouï, jamais vu dans les médias français tout du moins. Ça ne s'est jamais vu. Un tel manque de dignité, d'honneur quant à l'information, c'est incroyable en soi. Je crois qu'ils ont battu un record. Bref, donc la désinformation, bien sûr. Et maintenant, on en vient à la montée du nationalisme. Parce que les gens ne sont pas idiots. Les décennies passant, ils voient bien que l'Occident s'effondre, que tout s'effondre. Évidemment que, par exemple, les retraités, ils voient comment c'était dans leur temps, ils voient comment c'est maintenant, et ils sont bien contents d'être à la retraite déjà maintenant, parce qu'ils savent très bien que plus tard, eh bien, ça va être très difficile pour les nouveaux actifs, c'est-à-dire vous, moi, bref, les gens plus jeunes qui ne sont pas forcément encore à la retraite. Donc, ils voient bien que tout cela change, mais il n'y a pas que les anciens. Il y a aussi les jeunes qui ont un esprit critique, ou les moins jeunes, on va dire ceux qui ont 40 ans, 50 ans. Tous ces gens-là voient très bien que tout s'effondre à absolument tous les niveaux. En réalité, s'il y a un minimum d'esprit critique, en regardant les médias et en analysant ce que vous voyez avec le sens commun, le bon sens. Bien évidemment, il suffit d'être cohérent avec soi-même quand on regarde les médias et on voit les myriades d'incohérences, l'inouïe désinformation, que cela en devient littéralement grotesque. Il n'y a que les gens les plus crédules, les plus naïfs, qui croient encore à ce qu'on dit dans les grands médias. Attention, je ne jette pas tout le monde dans le même panier. Il y a des médias qui sont relativement honnêtes, bien entendu. Mais en tous les cas, les grands médias occidentaux, presque sans exception, sont malhonnêtes et font de la désinformation à dessein. Parce que sinon, comment le peuple pourrait-il être contrôlé? Les entités, vous m'avez compris, hein, entre guillemets, qui contrôlent le peuple ont besoin de contrôler les médias. Sans le contrôle des médias, il n'y a pas de contrôle du peuple. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Là, en réalité, l'outil médiatique est d'une puissance absolument incroyable. Et on peut faire tout gober au peuple. Il suffit de faire tourner une fausse information
massivement, longtemps, et le peuple croira absolument n'importe quoi. Et oui, c'est la puissance du média de 20 heures, comme on dit. Bref, donc les gens voyant cela, car encore une fois, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds et ils ne sont pas idiots. Donc ils voient bien que quelque chose ne va pas dans la société et que cela devient de plus en plus absurde. La chose la plus facile à remarquer, c'est l'arrivée du wokisme partout et évidemment l'immigration massive. Donc les gens voient bien que tout cela abîme la société, détruit la société. Et la destruction est à tous les niveaux, même au niveau culturel, au niveau de l'histoire, au niveau des mœurs et des coutumes. Donc ils voient bien que les nations s'effacent face à ce mondialisme libéral fou, face à cette idéologie folle du wokisme, et l'effacement des nations se voit comme le nez au milieu de la figure avec l'Union européenne. Et bien entendu, la fameuse Ursula von der Leyen, qui en est l'archétype, le symbole le plus cru, le plus évident de cette idéologie mondiale basée uniquement sur le marché, sur l'idéologie du wokisme, sur l'immigration la plus énorme qui soit. Et on le voit très bien, je vais pas vous faire un dessin, vous l'avez compris tout comme moi. Bref, donc bah, les gens voyant cela, bah, les gens s'affolent, les gens commencent à se poser des questions, les gens commencent à avoir un esprit critique sur les médias qu'ils regardent, en disant ah non, là ça c'est abusé, là ça devient grotesque. Et donc les gens commencent à se poser des questions. Et plus les gens se posent des questions, bah, plus ils arrivent quelquefois à de bonnes conclusions, qui remet tout en cause, qui remet leurs préjugés en cause, qui remet leur façon de penser en cause, qui remet tout en cause en réalité, leur savoir général concernant ce qu'il se passe dans le monde et dans leur société. Et donc bah, les gens, voyant cela, bah, commencent à s'insurger, commencent à se révolter, commencent à manifester, commencent à poser énormément de questions gênantes, et cela devient de plus en plus massif. Regardez ce qu'il se passe en Autriche, avec l'arrivée tonitruante de Herbert Kickl. Regardez en Allemagne avec le chef de l'AfD, Alice Weidel. Regardez en Angleterre avec la montée de Nigel Farage. Regardez aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump. Tous ces gens-là sont anti-système, ils sont anti-Union européenne et ils sont des nationalistes ou souverainistes comme on voudra. C'est-à-dire ce sont des gens qui veulent que la nation passe en premier, que le peuple passe en premier, et non pas les grandes entreprises, et non pas le capitalisme, et non pas l'idéologie, hein, wokisme, cancel culture, et non pas les immigrés. Ils veulent se battre contre cela, ils veulent que leur nation ne s'effondre pas. Ils veulent ne pas perdre leur culture, leur histoire, leurs mœurs, leurs coutumes. Ils ne veulent pas perdre cela. Et ils ne veulent pas perdre leurs acquis qu'ont eu leurs parents ou leurs arrière-grands-parents en remontant beaucoup plus loin. Bref, ils veulent avoir une nation forte et non pas une nation qui s'efface devant l'Union européenne et qui finisse par ne plus exister, où l'Allemagne, la France deviendra des régions de l'Union européenne ou que l'Union européenne sera un regroupement d'États fédérés. Ce sera des fédérations. Voilà. Donc, bref, les gens ne veulent pas ça. D'où la montée du nationalisme, encore une fois, ou aussi appelé souverainiste. C'est-à-dire des gens qui veulent que leur nation soit forte, indépendante, libre de penser comme elle le souhaite, libre de dire ce qu'elle veut sur la scène internationale, et que ses faits et gestes, sa façon de penser, sa façon de vivre même, ne soit pas dictée par les États-Unis
ou par l'Union européenne. Ils ne veulent plus de ça. Bon, sachant que, euh, pour être clair dans ce tableau, c'est Washington qui contrôle l'Union européenne, bien évidemment. L'Union européenne, je le rappelle, comme ça a été démontré par François Asselineau sur les plateaux télé, euh, a été créée par le département de la défense américain. Je parle de l'Union européenne, hein. Donc voilà, faut pas l'oublier, hein. Jean Monnet, c'était pas un nationaliste, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il travaillait directement pour les États-Unis, pour Washington, très exactement, Jean Monnet. Bref, donc vous voyez, donc cet effondrement de l'Occident fait qu'il y a mécaniquement une montée du nationalisme et que ben, les nations commencent à se réveiller, les peuples commencent à se réveiller pour récupérer leur droit à la démocratie qu'on leur avait enlevé, hein, puisque vous notez que en moyenne dans toute l'Europe, ça se voit particulièrement en France, il n'y a plus de référendum sur les grands sujets sociétaux, il n'y a plus de référendum nulle part, avec une petite exception qui est la Suisse, mais grosso modo, dans l'Occident, même tout simplement dans l'Occident, que ça soit au Canada, aux États-Unis, dans toute l'Union européenne, il n'y a plus de référendum, on ne demande plus l'avis au peuple, et maintenant c'est le gouvernement qui décide et le peuple doit se taire. N'oubliez jamais ce qui s'est passé avec le Covid. Ça vous donne un petit exemple du changement de l'ère du temps. Hein, ça a été un changement absolument inouï quant à la liberté d'expression, la censure, la liberté du peuple et même la liberté physique tout court, hein, puisqu'elle a été entravée lors du Covid. Ne l'oublions pas, chose absolument impensable avant, impensable. Même dans les, même dans des pays qu'on n'aurait jamais pensé, comme la Corée du Nord, on dit non, la Corée du Nord, elle ferait pas ça quand même, c'est pas possible. Eh bien, nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Voilà. Dans toute l'Union européenne et dans toute l'Amérique du Nord, on a fait pire que la Corée du Nord. Voilà. Temporairement, tout du moins. Bref, vous voyez, donc cet effondrement occidental pousse au réveil des peuples qui veulent reprendre leurs droits et ils veulent pouvoir que chaque nation ait son côté unique, ils veulent conserver leur côté historique, leur façon de penser, leurs mœurs traditionnelles. Ils veulent que la famille, le travail, la nation soient à nouveau au centre de la société et non plus en périphérie. Ils veulent retrouver tout cela tout simplement pour retrouver une liberté, une indépendance, une souveraineté et une nation forte. Chose qui commençait et qui continue d'ailleurs à se détériorer à vitesse incroyable. Voilà. Et plus le temps passe, plus ça se détériore vite. Voilà, c'est comme le front en Ukraine pour faire un petit parallèle avec les Russes qui avancent de plus en plus vite. Vous voyez? Donc tout ça, ce réveil du peuple, va peut-être enfin naître avec des leaders comme que je vous ai nommés. Nous verrons bien, mais en tous les cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Mais attention, la partie n'est pas gagnée. L'État profond veille. L'État profond qui, en panique, va faire de plus en plus de censure, va limiter de plus en plus la liberté d'expression et va employer des méthodes toujours plus brutales contre les manifestants, contre ceux qui empêchent de tourner en rond, qui vont contre la propagande gouvernementale. Ils vont être de plus en plus durs. Et oui, la chose qu'ils ne comprennent pas, la chose que l'État profond ne comprend pas, c'est qu'à force d'être plus dur, à force de taper toujours sur les petites gens, de leur limiter leur liberté à tout niveau d'expression, de liberté physique, etc., à force de leur interdire les grands médias, etc., pour s'exprimer, et bien à force de taper dessus, en réaction purement mécanique, hein, c'est pavlovien, même j'ai envie de vous dire, au niveau de l'état profond, eh bien le peuple va se réveiller de plus en plus vite. Et le peuple va de plus en plus vite regagner sa liberté d'être
sa liberté de penser. Et je pense que le travail, la famille, la patrie vont redevenir les trois piliers qui soutiennent une nation forte. Alors la famille, évidemment, pour les valeurs traditionnelles, et bouter hors de ce cercle familial le wokisme, le travail avec la méritocratie, qui devrait normalement s'imposer partout, comme il devrait être naturellement d'ailleurs. Et la patrie, bah, une nation forte, c'est-à-dire des gens qui veulent que leur nation soit forte, des gens qui croient à nouveau en leur gouvernement, qui croient à nouveau à leurs élites, et la patrie aussi, bah, pour avoir de l'excellence, pour rayonner, tout du moins un tant soit peu, sur la scène internationale. C'est ce à quoi aspire en réalité toute nation saine d'esprit et digne de ce nom. Bref, en tous les cas, nous verrons bien comment tout cela va se goupiller. Seul le temps nous le dira, et j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. N'oubliez pas de partager, afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous et toujours, soyez curieux.